Les Robinson suisses. Curieux de découvrir d'autres horizons, mon épouse Elisabeth, mes 4 fils et moi-même avions quitté notre Suisse natale et nous étions embarqués à bord d'un navire. Cela faisait maintenant 6 jours qu'une violente tempête démontait les eaux du Pacifique. Notre navire avait été entraîné loin de sa route. Les mâts étaient brisés et les matelots réduits à l'impuissance priaient. Soudain, nous entendîmes s'élever un cri. « Terre! Terre !» Presque au même instant, un choc terrible ébranla le bâtiment. Il s'était échoué sur un récif. Le capitaine cria « Nous sommes perdus, les chaloupes à la mer !» Je montai aussitôt sur le pont. Dans la tourmente des vagues qui venaient s'y briser, je ne pus rien distinguer tout d'abord. Enfin, j'aperçus à la mer les chaloupes chargées de monde et, au même moment, le dernier matelot coupa la corde qui les amarrait au bâtiment. « Mais attendez-nous, nous sommes là !» Mais à mon désespoir, le rugissement des flots étouffa ma voix. Ma femme, mes fils et moi-même étions abandonnés. Par chance, notre cabine ne pouvait être submergée par les eaux et j'aperçus à travers la pluie une plage qui, malgré son aspect sauvage, devint l'objet de tous mes désirs. Je rassurai les miens de mon mieux et nous attendîmes que le jour se lève. Le lendemain, le vent s'apaisa et le ciel redevint serein. Je demandai à mes fils de chercher dans le navire tout ce qui pourrait servir à nous sauver ou nous être utile à terre. Chacun ramena ce qui lui parut important. Jacques, âgé de 10 ans, revint sur le pont avec 2 gros chiens. « Mais à quoi nous serviront ces chiens qu'il faudra nourrir ?»« À chasser quand nous serons à terre. » La réponse était pertinente, les chiens furent acceptés. Elisabeth et mes 2 plus jeunes fils n'auraient pas la force de nager jusqu'au rivage. Je devais donc construire un radeau. Je mis à bord tous les objets de première utilité, ainsi que des provisions, et me promis de revenir prendre le bétail les jours suivants. Toutefois, j'emmenai 6 poules et 2 coqs, et libérais les canards, les oies et les pigeons qui pouvaient gagner le rivage en nageant ou en volant. Notre navigation fut heureuse, et nous accostâmes sans trop de difficultés. Les oies et les canards étaient déjà arrivés dans la baie. Leurs cris se mêlaient à ceux des pingouins, des flamands et autres oiseaux de la côte que notre arrivée avait effrayés. Leur vue me réjouit. Au besoin, ces oiseaux nous serviraient de nourriture. Nous étions environnés de rochers arides, sans aucune végétation. Notre butin fut débarqué et une voile nous servit à monter une tente. Tandis qu'Elisabeth préparait un feu avec François le Benjamin, et que je m'occupais de récupérer les tonneaux renvoyés par la mer, Fritz, Ernest et Jacques partirent en reconnaissance. Jacques et Ernest ramenèrent un homard énorme et des huîtres. Fritz, l'aîné, âgé de 14 ans, revint en disant « J'ai traversé une rivière, de l'autre côté la végétation est superbe et la plage est couverte de débris du navire. As-tu trouvé des traces de nos compagnons d'infortune ?» Malheureusement, aucune. Avant la nuit, Fritz chargea nos armes. Ma famille s'était endormie depuis longtemps, lorsqu'après m'être assuré que tout était calme dans les environs, je m'endormis à mon tour. Le lendemain, je décidai d'aller à la recherche de nos compagnons et de reconnaître la nature du pays. Je me munis d'armes et de provisions et résolus de n'emmener que Fritz avec moi, ainsi que Turc, l'un des 2 chiens. Mon épouse resta avec les 3 plus jeunes sous la garde de Bill, le 2e chien. Elle fut très angoissée de voir sa famille ainsi séparée et pleura en nous regardant nous éloigner. Après 2 heures de marche, nous nous arrêtâmes dans un bois épais que traversait un ruisseau limpide.
Le silence n'était troublé que par le chant des oiseaux et les cris de quelques singes. Et je fis découvrir à Fritz le goût de la noix de coco. Je fus très heureux de trouver également un calebassier, et j'appris à mon fils à en évider les fruits pour fabriquer des récipients et des ustensiles de ménage. Nous arrivâmes à un cap fort avancé dans la mer, formé par une colline que nous gravîmes avec difficulté. La vue était immense. Nous étions sur une île et elle semblait inhabitée. D'un côté, la mer, lisse comme un miroir, et de l'autre, un pays couvert de forêts élevées et de riantes prairies. Mais nulle part nous ne vîmes de traces de nos compagnons. Mon fils, Dieu veut que nous vivions dans la solitude. Soumettons-nous à sa volonté et remercions-le de nous avoir sauvés du naufrage. Fritz ne parut pas accablé le moins du monde. Au milieu de ma famille, cette solitude sera pour moi pleine de charme. Sur le chemin du retour, j'étais en train de ramasser des cannes à sucre, lorsque tout à coup, Turc s'élança en aboyant sur une troupe de singes qui s'ébattaient dans la plaine. Il égorgea une guenon et la dévora avant que nous eussions pu lui porter secours. Le petit de la guenon sauta sur Fritz et ne voulut plus le lâcher. « Oh père, pouvons-nous le garder ?» J'y consentis. Et nous reprîmes notre route. Au campement, nous fûmes accueillis avec joie et soulagement, et le petit singe remporta un vif succès. Élisabeth avait préparé le souper grâce à la pêche de Jacques et à la chasse d'Ernest qui avait rapporté un pingouin. Le repas terminé, nous regagnâmes avec plaisir nos lits de foin. Jacques et Fritz, qui avaient décidé d'adopter le petit singe en commun, le mirent entre deux, et bientôt, le silence régna dans notre tente. Nous dormions depuis peu, lorsque nous fûmes éveillés par les cris de nos poules et les aboiements de nos chiens. Fritz et moi fûmes sur pied en un instant, nos armes à la main. À la clarté de la lune, nous vîmes nos chiens aux prises avec une douzaine de chacals. Turc et Bill en avaient déjà égorgé plusieurs quand nous arrivâmes à leur secours. Nos coups de fusil en abattirent 2 et mirent le reste en fuite. Nous laissâmes nos chiens dévorer les vaincus et retournâmes dans la tente. Le reste de la nuit fut calme, mais il était clair qu'il nous faudrait nous établir dans un endroit plus sûr. Le lendemain, je partis au navire avec Fritz. Je voulais ramener les bêtes qui y restaient et tout ce qui pourrait nous être utile. Le navire étant destiné à l'établissement d'une colonie dans la mer du Sud, il était abondamment pourvu des objets nécessaires à la vie quotidienne. Nous le pillâmes autant que notre embarcation pouvait en supporter. Puis ma préoccupation fut de sauver le bétail. Fritz eut l'idée d'équiper chaque animal d'une sorte de bouée que nous confectionnâmes à l'aide de liège et de tonneaux, proportionnant l'appareillage au volume de l'animal. Nous fîmes d'abord l'expérience sur un mouton que nous jetâmes à la mer. L'animal nagea d'abord avec aisance, mais bientôt la fatigue suspendit tous ses mouvements et il se mit à flotter tranquillement sur l'eau. Fort de cette victoire, nous fîmes de même avec la vache, l'âne, les brebis et les cochons, en prenant soin de les unir tous par une longue corde attachée à notre embarcation. La voile que Fritz y avait placée nous rendit grand service, car nos forces n'auraient jamais suffi pour diriger la masse énorme que nous traînions à notre suite. Nous voguions depuis quelque temps, lorsque les animaux se mirent à pousser des cris de terreur. Fritz bondit. « Nous sommes perdus! Un énorme poisson tourne autour de nous !» Un requin s'apprêtait à engloutir une de nos brebis. Fritz tira. Le requin disparut, revint le ventre en l'air et s'éloigna en teignant l'eau d'un long sillon de sang. La fin de notre voyage se déroula sans problème. Et dès que nous fûmes à terre, le bétail fut libéré de son appareillage.
Nous avions rapporté du jambon et du vin, auquel mon épouse ajouta une omelette d'œufs de tortue. Pendant notre absence, elle avait découvert un coin de verdure où poussait une douzaine d'arbres d'une grosseur prodigieuse. Nous pourrions faire une cabane sur un de ces arbres. Nous y serions à l'abri des bêtes sauvages et du soleil. J'acceptais sa proposition, mais décidais de conserver notre premier point de chute comme entrepôt pour les richesses que nous devions continuer à ramener du navire. Le lendemain donc, nous chargions l'âne et la vache des objets de première nécessité et nous partions en expédition vers le lieu d'élection d'Élisabeth. L'arbre sur lequel nous allions établir notre demeure était un figuier et nous aurions donc en plus le plaisir d'en déguster les fruits. Je remerciai Élisabeth. Cet endroit me paraît providentiel. Nous nous installerons ici. La hauteur de l'arbre était prodigieuse et notre ouvrage prit plusieurs semaines. Pendant que nous travaillions, mes fils et moi, ma femme organisait la basse-cour, confectionnait les harnais pour la vache et l'âne, s'occupait des provisions et des repas. Enfin, la cabane fut construite et nous pûmes y dormir en toute tranquillité. Dans le même temps, nous avions découvert d'autres richesses de l'île, des ortolans, des écrevisses, des ananas et des pommes de terre. Mes fils ne semblaient pas souffrir le moins du monde de notre isolement. Au contraire, ils étaient avides de découvertes et d'aventures, et chacun à sa façon s'ingéniait à nous rendre la vie plus agréable. Ils avaient appris à tirer à l'arc et chassaient avec adresse. Je leur montrais comment dépouiller une bête et utiliser tout ce qu'elle pouvait nous donner, de la peau à la chair, en passant par les viscères et les os. Ernest était moins téméraire que ses frères. Il préférait lire et étudier et avait une mémoire prodigieuse. Ses connaissances nous furent souvent très précieuses. Notre maison sur l'arbre fut nommée Falkenhorst, ce qui veut dire le nid du faucon. La baie dans laquelle nous avions abordé eut pour nom la baie du Salut, et le lieu sur la plage où nous avions établi notre premier gîte, Saltheim, qui signifie habitation sous la tente. Ravi, Jacques s'écria « Maintenant, c'est comme si nous avions un royaume où tout nous appartiendrait. » Mais Élisabeth modéra son élan. « Soyez roi si cela vous plaît, mais je veux que vous soyez bon envers vos sujets et que vous n'égorgiez pas impitoyablement les animaux que vous trouverez. » Les garçons promirent de ne faire la guerre qu'aux animaux nuisibles et de ne chasser que pour se nourrir. Nous décidâmes bientôt d'une expédition pour Saltheim, car nous avions besoin d'y récupérer du matériel. Fritz et moi fîmes plusieurs voyages à bord du navire. Son état de délabrement était tel que le premier coup de vent pouvait le détruire, et il nous fallait le vider de tous ses trésors au plus vite. Je travaillais sur le pont lorsque Fritz cria « Papa, j'ai trouvé une barque démontée avec tout son gréement et 2 canons pour l'armée !» Les différentes parties de l'embarcation étaient numérotées, ce qui facilita notre tâche. Ernest, Jacques et François vinrent nous prêter main forte, et au bout d'une semaine, la barque fut à nous. Nous embarquâmes enfin, et mes fils tirèrent la canonnade pour saluer leur mère qui attendait à la baie du Salut. Les mois qui passèrent furent employés à créer un potager, à accroître notre bétail et à construire des barrières pour le protéger. Nous continuions à explorer l'île et à découvrir diverses espèces végétales et animales qui nous enchantaient. Au cours d'une de nos expéditions, notre âne s'enfuit tout à coup en poussant des gémissements aigus et nos recherches pour le retrouver furent vaines. Craignant que sa disparition n'eût été causée par l'approche de quelques bêtes sauvages, j'allumai de grands feux autour de la tente. Cependant, la nuit fut calme. Le lendemain, je partis à sa recherche avec Jacques. Nous nous trouvâmes bientôt dans un marais. Au loin, nous remarquâmes un troupeau de quadrupèdes que je pris pour des chevaux. En approchant, je reconnus avec effroi qu'il s'agissait de buffles. Ils montraient à notre approche plus de surprise que de colère.
et j'entrevis la possibilité de fuir. Mais nos chiens s'élancèrent au milieu du troupeau avant que j'aie pu les retenir. Nous ne pouvions plus reculer. Les buffles battaient la terre du pied et la faisaient voler à coups de corne. Nos chiens se jetèrent sur un des plus jeunes. La mère accourut au secours de son petit et se préparait à éventrer un de nos chiens. Je fis signe à Jacques et 2 coups de feu partis en même temps terrassèrent l'animal et firent fuir le troupeau. Le jeune buffle luttait encore avec nos chiens. Je ne voulais pas le tuer dans l'espoir de l'apprivoiser. Jacques eut la bonne idée de lancer aux jambes de l'animal un lasso. Le buffle tomba et je lui liai alors les pattes. Puis je fis passer une corde par les naseaux de l'animal et il nous suivit sans difficulté. Sur le chemin du retour, nous rencontrâmes un chacal femelle dont nos chiens eurent bientôt fait justice. Jacques arracha à la voracité des dogues son petit qu'il me demanda la permission d'élever. Après ce double exploit, nous rejoignîmes les nôtres qui furent très surpris de nous voir ramener 2 nouveaux hôtes. Fritz, de son côté, avait fait une bonne chasse. Il avait pris vivant un jeune aigle que je lui conseillais d'élever avec soin et de dresser à la chasse. Tandis que nous apprivoisions le buffle et dressions l'aigle, Ernest faisait l'éducation de son singe. De son côté, Jacques avait plus de mal avec son chacal qu'il voulait habituer à chasser pour le compte de la communauté. Mais l'animal était si vorace qu'il ne chassait que pour lui sans rien rapporter à son maître. Un jour que nous étions occupés à perfectionner notre cabane, nous entendîmes au loin pousser des cris perçants et prolongés. Nos chiens avaient dressé l'oreille et semblaient prêts au combat. Je fis remonter ma famille, les armes furent chargées et nous attendîmes l'ennemi de pied ferme. Les hurlements redoublaient et avec eux l'inquiétude de nos chiens. Jacques suggéra « Ce sont sans doute des lions ». Fritz répondit « Ou des chacals ». François n'était pas de cet avis. « Ce sont les cris de sauvages qui viennent manger leurs prisonniers sur notre côte ». Tout à coup, Fritz éclata de rire. « Venez voir, c'est notre Baudet qui est de retour !» En effet, notre fugitif revenait tranquillement au logis, accompagné d'un animal de même race, mais dont les formes ressemblaient à celles du cheval. C'était un onagre. L'apprivoiser fut tâche très délicate, plus encore celle de le dresser. Mais, à force de persévérance, nous pûmes le considérer comme faisant partie de nos animaux domestiques. Les mois avaient passé, notre potager prospérait, ainsi que notre élevage. Nous avions découvert du lin et du coton, ce qui avait rempli de joie Elisabeth, car nos vêtements étaient bien fatigués. L'hiver était enfin arrivé, et les vents soufflaient avec une impétuosité extraordinaire. La pluie tombait à torrents, et nous fûmes forcés de quitter notre demeure aérienne, qui menaçait à chaque instant d'être enlevée par les vents. Nous nous réfugiâmes sous l'abri que nous avions construit pour les bestiaux. Le soin de notre bétail occupait une grande partie de la journée, ainsi que la préparation des repas. Comme la nuit arrivait vite dans notre pauvre tanière, nous allumions une grosse torche autour de laquelle se réunissait la famille. Ma femme réparait nos vêtements. J'écrivais mon journal, dont Ernest copiait les feuilles. Fritz et Jacques apprenaient à lire et à écrire à François, ou dessinaient les animaux qu'ils avaient découverts. Vers la fin de l'hiver, notre vache mit bas un taureau à qui je perçais les narines pour le rendre docile. François était le seul qui n'eût pas encore de fonctions arrêtées, et je sentais qu'il était temps de l'habituer à braver les dangers. Je résolus donc de lui confier le dressage du taureau. Il s'y prit si adroitement que le taureau le suivait partout et lui obéissait avec une soumission sans égale. Durant cette saison, notre existence était triste et monotone. Aussi, dès que les beaux jours revinrent, nous nous mîmes en quête d'un logis plus commode pour l'hiver. J'enviais Robinson Crusoé qui avait trouvé une grotte toute faite, mais j'avais beau me promener le long des rochers, partout ils étaient lisses et durs. Toutefois, il fallait tenter de creuser la roche.
Je choisis l'emplacement dont la situation me parut la plus favorable et nous commençâmes à travailler avec une ardeur que rien ne vint ralentir. Les premiers jours ne furent pas gratifiants. Mais après avoir creusé une première couche, nous trouvâmes que la pierre était d'une consistance assez molle pour que la pioche pût facilement l'entamer. Nous étions parvenus à creuser une cavité de 2 mètres de profondeur lorsque Jacques s'écria « J'ai percé, j'ai percé !» Il avait en effet découvert une grotte qui nous fit pousser des cris d'admiration. Elle était garnie de cristaux de la plus grande beauté. C'était du sel gemme, un véritable trésor pour nous et nos bestiaux. François était émerveillé. Je crois que nous sommes dans le palais de quelque fée qui nous donnera tout ce que nous voudrons si nous sommes bien sages. Les mois qui suivirent furent occupés par notre installation. J'agrandis l'ouverture et creusai 2 fenêtres dans le roc. La grotte fut partagée en 2. La partie de droite nous fut réservée. Celle de gauche fut destinée à la cuisine, aux écuries et à l'atelier. Le fond, qui était le plus obscur, devint notre cave. Un jour que nous pêchions dans la baie du Salut, nous aperçûmes au milieu des vagues un bouillonnement considérable au-dessus duquel des oiseaux de mer tournoyaient en poussant des cris aigus. Fritz affirma « C'est un volcan qui va faire éruption !» Ernest dit « C'est un cétacé sur le dos duquel les oiseaux viennent enlever les poissons qui le parasitent. » J'observai le phénomène qui approchait de la côte. C'est tout simplement un banc de harengs qui descend de la mer glaciale. Les harengs s'étaient engagés dans la baie. Dès qu'ils furent à notre portée, je réunis toute ma famille et la pêche commença. Fritz était dans l'eau et nous jetait les poissons sur le sable. Jacques et Ernest, armés chacun d'un couteau, les nettoyaient. Ma femme broyait le sel et j'entassais les harengs dans des tonneaux. Ce furent nos premières conserves sur l'île. Nous employâmes les 2 mois qui restaient avant la saison des pluies à rendre notre grotte plus habitable et à faire des provisions. Chaque jour, nous faisions de nouvelles découvertes et nous améliorions notre ordinaire. Nous construisîmes également un colombier. L'hiver ne nous donnait plus aucune inquiétude. Et mes fils l'attendaient avec impatience pour prendre possession définitive de notre palais. Cela faisait maintenant 1 an que nous étions arrivés dans l'île. À l'approche de la saison des pluies, nous rentrâmes nos récoltes et ensemençâmes nos terres. Nos derniers travaux étaient à peine finis que les ouragans commencèrent. Pendant 15 à 20 jours, des vents terribles, accompagnés de tonnerres et de pluie, soufflèrent sur la côte. Cependant, peu à peu, ils s'apaisèrent et la pluie commença à tomber avec une continuité désespérante. Nous en profitâmes pour améliorer notre grotte et fabriquer des meubles. Il y eut aussi du temps réservé à la lecture et à l'étude. Une caisse que nous avions sauvée du navire contenait des trésors de toutes sortes. Des ouvrages sur la marine et l'histoire naturelle, des cartes, des instruments de mathématiques et d'astronomie. Mais les ouvrages qui dominaient étaient des grammaires et des dictionnaires de toutes les nations. Fritz et Ernest, qui avaient commencé à Zurich à apprendre l'anglais, s'occupèrent de l'étude de cette langue indispensable à ceux qui voyagent sur mer. Jacques choisit l'espagnol et l'italien. Quant à moi, comme j'étais de plus en plus convaincu, d'après l'examen de nos cartes, que les premiers hommes à qui nous aurions affaire seraient des Malais, je m'appliquai à l'étude de cette langue. Chacun de nous travaillait de son côté. Mais Ernest l'emportait en mémoire, en intelligence et en persévérance. Non content d'étudier l'anglais, il continuait le latin. La connaissance de cette langue lui était nécessaire à cause de son goût inné pour les sciences naturelles.
Il travaillait avec une telle ardeur que nous étions contraints de l'arracher à l'étude pour le forcer à se livrer à des exercices physiques. Le temps finit enfin par se rétablir, le vent se calma et nous pûmes reprendre nos activités extérieures. Un jour que nous travaillions à proximité de la grotte, Fritz se leva tout à coup avec effroi et me montra un mâche de poussière qui s'élevait du côté de Falkenhorst. « Ce doit être un animal monstrueux. On dirait un mât qui s'étend dans la poussière en traçant d'énormes anneaux. Je ne vois ni pieds ni jambes. » Je pris alors ma lunette et vis un gigantesque boa constricteur. « Il n'y a pas une seconde à perdre, rentrons !» Le boa arrivait vers nous avec la rapidité de l'éclair. Nous nous barricadâmes dans la grotte. Il s'arrêta devant la porte, se dressant sur son énorme queue et promenant ses regards autour de lui comme pour reconnaître les lieux. Nous fîmes une décharge générale de nos armes, mais elle n'eut d'autre effet que de faire fuir le reptile qui se dirigea vers le marais des canards, où il ne tarda pas à disparaître. Pendant 3 longues et cruelles journées, la crainte de notre voisin nous tint bloqués chez nous. Je ne permettais à aucun de mes enfants de faire un pas hors de la maison, et ma femme et moi ne sortions nous-mêmes que pour des instants fort courts et quand une nécessité urgente nous y obligeait. Notre ennemi, cependant, ne se montrait pas, et nous aurions pu croire qu'il était ressorti de la mare par un autre côté si les mouvements inquiets de nos oies et de nos canards ne nous prouvaient trop clairement qu'eux aussi étaient avertis de la présence du reptile. Leur vol était incertain et ils poussaient des cris inusités. Caché au fond des roseaux, le boa était à l'abri de nos attaques. Tous nos travaux étaient suspendus et souffraient cruellement de l'incertitude et de l'effroi au milieu desquels nous vivions. Le foin était épuisé et il fallait absolument trouver une solution pour nos bêtes. Nous décidâmes de tenter une sortie discrète et de les conduire par un détour jusqu'à Falkenhorst, où ils pourraient paître en liberté. Mais dès que la grille fut ouverte, notre vieux baudet se sauva et se mit à caracoler. Fritz voulut le rattraper, mais l'âne courut du côté de la mare en poussant de victorieux braiements. Alors, les roseaux frémirent et le gigantesque serpent éleva la tête à presque 3 mètres de haut. Ses yeux étincelaient. Il ouvrit une gueule effroyable et en fit sortir une langue fourchue. Il s'élança avec la rapidité d'une flèche sur notre malheureux baudet, l'entortilla, le serra et sut éviter les coups de pied de la victime qui se débattait. Nous hurlâmes d'horreur et nous approchâmes autant que la prudence nous le permettait. L'âne étouffait déjà. Mes enfants criaient « Commande le feu, papa, tirons !» C'est trop tard, si nous blessons ce monstre, il abandonnera sa proie et dirigera toute sa fureur contre nous. Allons nous cacher derrière ces rochers et attendons. Lorsqu'il sera occupé à avaler sa proie, nous pourrons l'attaquer avec moins de danger. Elisabeth n'en supporta pas plus et retourna à la grotte avec le petit François. Mes fils aînés et moi-même, nous dûmes être les spectateurs horrifiés du repas du boa. Puis je jugeai le moment opportun. Courage, il est hors d'état de se défendre maintenant. Nous devons le tuer. Je sortis le premier de notre embuscade et m'approchai de la mare. Fritz me suivit en véritable chasseur. Jacques resta un peu en arrière. Quant à Ernest, il n'osa pas quitter son refuge. Quand je fus arrivé à une 20aine de pas du reptile, je tirai et Fritz en fit autant. Nos balles fracassèrent le crâne de l'animal. Ses yeux perdirent leur éclat. L'avant-corps et la gueule demeurèrent immobiles, mais le train arrière s'agita terriblement. Nous tirâmes encore 2 coups. La queue fit encore quelques mouvements convulsifs, puis demeura inerte. Jacques en profita pour lâcher dans le ventre du serpent un coup de pistolet que je jugeais tout à fait inutile. Pourtant, le boa, comme électrisé, lança sa queue contre l'enfant avec une telle force qu'il alla rouler dans la poussière. Heureusement, il eut plus de peur que de mal et revint triomphant vers le monstre définitivement terrassé. Nous fêtâmes dignement notre délivrance et notre soulagement. Toutefois, je reprochai avec douceur à Ernest son manque de courage, et pour sa punition, il eut à composer l'épitaphe qui figura sur la tombe de notre âne.
Je craignais que le boa, qui était une femelle, n'eût laissé derrière elle son mâle ou des œufs. Nous organisâmes des battues dans les parages et dans tous les endroits où un animal de cette taille pouvait s'introduire. Mais après plusieurs jours de recherche, nous fûmes heureux de n'avoir découvert aucune trace d'un autre boa. Au cours d'une de nos expéditions, à laquelle seule mon épouse et François n'avaient pas pris part, Ernest s'était un peu éloigné lorsque nous l'entendîmes pousser un cri d'effroi, auquel répondirent 2 rugissements terribles. Il revint en courant, le visage décomposé par la frayeur. « Des ours! Ils me suivent !» Presque aussitôt, en effet, un ours énorme apparut, bientôt suivi d'un second. J'armai mon fusil et Fritz se plaça à mes côtés. Jacques mit en joue, mais resta en arrière. Quant à Ernest, il se cacha derrière nous. Nos chiens s'étaient lancés bravement à l'attaque de leurs redoutables adversaires. Nous tirâmes 2 coups ensemble. Un ours fut touché à la mâchoire, le second à l'épaule. Nous nous approchâmes encore et fîmes feu à nouveau. Les ours tombèrent, tandis que nos chiens, couverts de sang et de blessures, s'acharnaient sur le cadavre de leurs ennemis. Le dépeçage des ours nous prit plusieurs jours, et leur peau épaisse apporta à notre logis un confort supplémentaire. Les mois passaient, mes fils gagnaient en force et en expérience, et je les laissais de plus en plus partir seuls en expédition pour qu'ils apprennent à se débrouiller par eux-mêmes. Seul, Ernest préférait rester avec nous. Il nous aidait dans nos travaux et continuait ses études avec assiduité. Jacques avait eu l'idée de se servir de nos pigeons pour établir la communication entre eux et nous, et ce système de courrier fonctionnait fort bien. Les messages de nos fils nous rassuraient et nous inquiétaient tout à la fois lorsqu'ils nous racontaient leurs aventures ou mésaventures avec des animaux sauvages et comment ils en avaient triomphé. 4 années s'étaient écoulées depuis notre arrivée sur l'île. Et les 6 années qui suivirent ne furent signalées par aucun événement. Après la saison des pluies, nous avions pris l'habitude d'aller guetter l'horizon pour voir si les tempêtes n'avaient rien amené de nouveau sur nos côtes, et nous tirions 2 coups de canon pour donner un signal aux vaisseaux qui pourraient se trouver dans les parages. Mais jamais nous n'avions de réponse. Nous avions construit 2 habitations, élevé une muraille inaccessible aux animaux nuisibles, et comme nous étions d'un côté bordés par la mer et de l'autre par des montagnes élevées, nous étions parfaitement à l'abri de tout danger. Notre temps était maintenant consacré à la culture, à l'élevage, à des travaux d'embellissement et à l'étude que seul Ernest pratiquait avec plaisir. J'espérais qu'un jour mes fils fouleraient à nouveau le sol sacré de leur patrie, et je ne voulais pas qu'ils y fussent reçus comme des sauvages sans éducation. Fritz avait 24 ans. C'était un homme fort et vigoureux. Ernest avait 22 ans. C'était un jeune homme plein de sens et d'instruction. Jacques, malgré ses 20 ans, était aussi étourdi qu'à 10. Il n'avait fait de progrès que dans les exercices du corps. François, enfin, avait 17 ans. Il était réfléchi sans avoir la profondeur d'Ernest, et il avait acquis assez d'habileté et de force corporelle sans pour autant égaler Fritz ou Jacques. Tous 4 éprouvaient un besoin irrésistible de liberté et commençaient à se sentir à l'étroit sur ce petit coin de terre. Élisabeth n'avait pas trop vieilli. Quant à moi, je sentais mes forces diminuer et mon anxiété s'accroître. Je redoutais l'instant où je quitterais ce monde et laisserais ma famille dans l'isolement. Aussi, je souhaitais ardemment voir apparaître un navire sur nos côtes. Un jour, Fritz revint d'une excursion en pirogue et me confia en aparté: j'ai fait une découverte extraordinaire. Un albatros est venu s'abattre sur ma pirogue. Il avait un linge à la patte sur lequel était écrit en anglais « Sauver une pauvre Anglaise sur le rocher fumant ». J'ai cherché des yeux, mais je n'ai pas vu de rocher fumant. L'albatros parcourt des distances très grandes, et cette femme est peut-être trop loin de nous pour que nous puissions la sauver. Mais Fritz ne se découragea pas. Désormais, je n'aurai de repos que lorsque je l'aurai retrouvée. Le lendemain,
Il repartit et je compris que rien ne pourrait l'empêcher de rechercher son Anglaise naufragée. 5 jours s'étaient écoulés et nous n'avions pas la moindre nouvelle de Fritz. Nous ne pensions plus qu'à lui et décidâmes de partir tous ensemble à sa recherche. Nous voguions depuis plusieurs heures lorsque je vis une pirogue au loin. « Fritz, c'est Fritz !» La pirogue vint à notre rencontre et Fritz fut accueilli avec des cris de joie. Seule sa mère était demeurée immobile et pleurait d'émotion. Le soir tombait et Fritz nous mena sur une petite île en me disant tout bas « Père, je l'ai trouvé et c'est là que je l'ai déposé. » Il nous conduisit jusqu'à un petit bois où était bâtie une hutte. Il cria « Ohé !» Aussitôt, sous nos regards ébahis, une jeune fille en costume de matelot descendit d'un arbre avec agilité. Notre émotion fut immense. La jeune fille était restée au pied de l'arbre, indécise. Fritz proclama « Vive Lady Jenny Monrose de la Roche-Fumante, qu'elle soit la bienvenue, comme amie et comme sœur !» Alors l'étrangère vint vers nous et se recommanda tout particulièrement à la bienveillance et à la protection de mon épouse. La soirée fut délicieuse. Élisabeth cuisina un souper délicat et chacun de mes fils s'empressèrent au service. Après le dîner, Jenny nous conta ses aventures. Enfant, elle avait perdu sa mère et suivi son père qui était officier aux Indes. À l'âge de la retraite, il était revenu en Europe avec une dernière mission sur un vaisseau de guerre où sa fille n'avait pu être admise. Il l'avait alors confié à un ami qui commandait un autre navire. Hélas, ce navire avait été pris dans une tempête et seule Jenny en avait réchappé. Elle avait survécu sur une petite île rocheuse et avait élevé et apprivoisé quelques oiseaux qu'elle avait pris dans leur nid. C'est ainsi qu'elle avait pu attacher son message à la patte de l'albatros que Fritz avait trouvé. Nous ramenâmes Jenny dans notre île. Rien ne fut trop beau pour fêter son arrivée, et j'observai que Fritz ne s'éloignait guère de sa protégée. Les semaines qui suivirent furent pleines d'entrain. Nous reprîmes nos travaux, et Jenny nous y aida avec beaucoup de courage et d'adresse. Puis ce fut l'hivernage, et elle nous apprit à tresser la paille et les roseaux. Lorsque la saison des pluies fut passée, nous allâmes, comme à notre habitude, guetter l'horizon et tirer 2 coups de canon pour donner un signal au vaisseau qui pourrait se trouver dans les parages. Au bout de quelques instants, nous fûmes stupéfaits d'entendre retentir au loin 3 coups sourds, mais distincts. Fritz hurla « Des hommes! Des hommes !» Nous chargeâmes à nouveau les canons et tirâmes 3 coups. Puis, le cœur battant, nous attendîmes. Un coup sourd se fit entendre, puis un second, un troisième. 7 coups se succédèrent ainsi. Notre joie était à son comble. Bientôt, nous vîmes à l'ancre un vaisseau portant pavillon anglais. Il avait subi les dommages de la tempête. Une chaloupe le quitta pour se diriger vers le rivage. Fritz voulut se jeter à l'eau pour aller à sa rencontre, mais je le retins. Ce sont peut-être des pirates qui se sont emparés de ce vaisseau. Nous restâmes cachés. La chaloupe accosta, et un officier en descendit avec quelques hommes d'équipage. Ils secouèrent des mouchoirs blancs et ouvrirent leurs mains, comme pour nous montrer qu'ils n'étaient pas armés. Alors, nous avançâmes vers eux. La rencontre avec le capitaine anglais et son équipage fut des plus chaleureuses. Ils furent stupéfaits et admiratifs en découvrant notre installation. Le mécanicien était malade et son épouse exprima le désir de séjourner dans l'île jusqu'à ce que sa santé fût rétablie. Leur fille aînée resterait avec eux, tandis que la cadette irait au cap de Bonne-Espérance retrouver son frère et le ramènerait auprès de nous si nous voulions le permettre. Nous acceptâmes avec joie et annoncèrent que ma femme et moi avions pris la décision de ne plus quitter la Nouvelle-Suisse. À ces mots, un cri général s'éleva. «
Vive la Nouvelle-Suisse! Il y avait donc 3 places libres à bord du vaisseau. Et il fut décidé que Fritz, François et Jenny partiraient pour l'Europe. Ernest et Jacques, eux, désiraient rester avec nous. Le vaisseau était maintenant en état de repartir, et je remis à mes fils leur part des richesses que nous avions trouvées sur l'île. Je leur donnais en outre une partie de ce qui nous restait, afin qu'ils en disposent pour notre compte, et qu'ils nous envoient en retour les productions de l'Europe dont nous pourrions avoir besoin. Enfin, le vaisseau partit, et nous fûmes séparés à jamais de nos enfants. Nous pleurâmes à chaudes larmes et priâmes afin qu'ils trouvent leur bonheur sur le continent. 5 ans plus tard, un navire hollandais aborda dans notre île et rapporta mon journal en Europe. Notre petite colonie s'était accrue de 2 familles insulaires, et jamais nous ne regrettâmes notre décision de rester dans notre nouvelle patrie, la Nouvelle-Suisse.